Bonjour, très contente de vous retrouver cet après-midi, la dernière après-midi des Assises de la cybersécurité, qui est bien dense. On a une keynote maintenant, après il y a des tables rondes, et venez nombreux ce soir au procès du siècle sur le métaverse. Mais avant, donc, keynote Darktrace, avec un sujet qui va être un petit peu en résonance avec ce que nous avons vécu hier soir lors de la plénière, de la conférence plénière. À savoir les grands événements. On a parlé hier on avait un champion olympique sur scène, un pilote de chasse qui nous ont présenté aussi la façon de se préparer, d'anticiper. Vous l'avez senti, en cybersécurité, c'est pareil. Vous avez besoin de vous préparer, vous avez besoin de travailler en équipe, vous avez besoin de résilience. Donc tous ces sujets sont en résonance. Et là, pourquoi je disais encore plus peut-être avec cette keynote, c'est que les grands événements, quels qu'ils soient, sportifs et autres, aujourd'hui ne peuvent plus ignorer la cybersécurité, puisque nous sommes dans des mondes complètement numériques. La sécurité, la cybersécurité, les attaques malheureusement sont partout. Et ça, c'est un sujet qui est important. Peut-être que ne les traite. Alors, vous ne les traitez pas tous, vous, dans votre vie professionnelle, mais c'est vraiment fondamental. Et donc, pour protéger aussi ces grands événements, parce que de ces grands événements, c'est aussi une réputation pour un organisme, mais surtout un pays, une nation, un continent. Il faut aussi avoir des solutions, des outils. Il faut s'intéresser aussi à ces outils. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Darktrace. Je suis très heureuse d'annoncer Karim Ben Slimane, Director of Cyber Intelligence de Darktrace. Karim, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence cet après-midi. Je suis ravi d'être devant vous en ayant fait le voyage de loin de Singapour pour être là aujourd'hui et partager sur un agenda un petit peu rétrospectif sur les risques majeurs qui touchent la cybersécurité. Bien entendu, sur ces aspects-là, vous êtes des professionnels, j'aurais absolument rien à vous apprendre. Une petite plongée dans ce que peu de gens connaissent, les backstage et les coulisses de grands événements internationaux ou d'infrastructures sportives. Et comment, notamment dans mes rôles de DSI passé ou de CISO, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour protéger ces événements sur des risques qui sont majeurs, comme vous allez pouvoir le voir dans les slides. Alors, l'IA au service de la cybersécurité des grands événements internationaux, c'est une fondamentale, comme le disait Florence, c'est de se dire aujourd'hui, pour des aspects géopolitiques ou des aspects de révolution digitale, du tout connecté, la partie défense et la partie des équipes CISO, certes, n'ont pas pu évaluer, ou même s'ils ont évalué les risques, n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir les mitiguer ou pouvoir les réduire. Et je voudrais juste faire un petit état rétrospectif, un petit état des lieux de ce que vous connaissez parfaitement. C'est bien entendu l'étendue des risques et des menaces. Donc, c'est le rapport de l'ANSSI 2021, où on voit de manière claire que l'ensemble des secteurs d'activité sont touchés. Les chiffres de 2022 sont bien entendu encore plus dommageables et catastrophiques. Si on fait par exemple une aparté juste au niveau des secteurs de la santé, on a déjà plus de 50 hôpitaux qui ont été touchés juste en 2022. Ça donne déjà une bonne idée du risque qui n'est malheureusement pas près de diminuer. Malheureusement, à la Lune, comme vous le dites, on a des cyberattaques sur des organismes de toutes les tailles, de manière quotidienne. Donc c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, même des acteurs qui sont très matures en termes de cybersécurité ou des professionnels qui délivrent des solutions de cybersécurité ont été malheureusement eux-mêmes attaqués et impactés. Et où là, le maître mot, c'est qu'on l'a compris dans le tard de mon point de vue personnel, c'est que la cybersécurité n'est plus un problème à taille humaine. Pourquoi ? Comme je le disais précédemment, c'est que la révolution digitale du tout connecté a développé la chose pour un aspect business et on a été contraint dans le tard de pouvoir adresser et résoudre des problèmes de sécurité que personne n'a anticipé. Donc je fais un raccourci volontaire sur la partie industrielle qui est encore plus complexe, c'est que l'ensemble des équipements industriels qui ont été développés pour se retrouver un jour ou l'autre sur un système IP
n'ont jamais été designés pour être sécurisés. Et là, on le voit, et de ce fait et de ces lacunes, les cybercriminels qui innovent de manière constante ont bien entendu mis les ressources et les bouchées doubles pour pouvoir attaquer ces systèmes. Donc l'état des lieux en tant qu'ex-CISO et ex-DSI et avec les pairs que j'ai en face de moi aujourd'hui, vous connaissez ça bien mieux que moi aujourd'hui puisque j'ai rejoint Darktrace il y a un petit peu plus d'1 an. J'aime bien cette analogie où on voit le CISO dans le coin du ring qui doit combattre tout type de menaces du groupe APT qui ont des ressources d'État sans les nommer, des attaques DDoS, du phishing, du ransomware. Et il est au round 8039 parce que c'est un combat qui s'arrête jamais. Et il est toujours dans une optique malheureusement défensive, dans un jeu du chat ou de la souris qui ne peut pas gagner tout seul. Les cybercriminels, comme je le disais précédemment, innovent plus rapidement que la partie défense. Et lorsqu'ils exploitent des 0-day, c'est déjà malheureusement trop tard pour l'ensemble des secteurs. Donc, petite analogie du monde d'où je viens. Donc, j'ai passé une vingtaine d'années à délivrer des services IT, ICT, cybersécurité pour des infrastructures très connues, Stade de France par exemple, ou pour le groupe Bouygues et Vinci. Et j'ai fait la même chose en m'exilant à Singapour il y a un petit peu plus de 7 ans pour gérer le plus grand complexe sportif au monde qui s'appelle le Singapore Sports Hub. Et j'avais toujours à mal de se dire, dans ce jeu qui est pas fair de base, la partie attaque a toujours un coup d'avance sur ce jeu d'échecs. Et comment est-ce qu'on pourrait, entre guillemets, renverser l'échiquier pour anéantir ce jeu d'attaque-défense, puisqu'aujourd'hui, les équipes CISO, certes, sont pas qualifiées ou équipées pour attaquer les attaquants, ils peuvent malheureusement que défendre. Et le quotidien de ces collaborateurs-là, comme je le dis souvent, c'est que quand ils arrivent le lundi matin pour gérer sans alerte, mathématiquement, malheureusement, quand ils règlent 50 problèmes, il n'en reste pas 50. Parce que le temps qu'ils prennent pour régler 50 problèmes, il y en a 200 autres qui sont arrivés. Donc c'est un jeu sans fin. Ça me ramène maintenant au cyber-risque qui est au cœur des événements. Comme vous le savez mieux que moi, en étant basé en France, il y a 2 échéances majeures qui arrivent dans très peu de temps. Donc on a la Coupe du Monde de rugby qui arrive en 2023 et les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. Et là où effectivement il est plus que nécessaire de prendre le train en marche, puisque c'est encore mon avis personnel, ça n'engage ni Darktrace ni autre, c'est vraiment mon ressenti, c'est que on a fait des choses, on a pris conscience du risque et on a bien pris conscience du risque que des cyberattaques, ce ne sont pas des scénarios de catastrophes de films hollywoodiens, c'est vraiment la vérité. Et ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi, c'est pourquoi c'est très très complexe et très difficile de pouvoir protéger des événements internationaux, parce que comme le disait Florence, c'est plus que des systèmes, c'est plus de KPI ou des SLA derrière, c'est notamment l'image de marque d'un pays. Et on l'a vu malheureusement il y a quelques mois, comment une finale de Champions League avec une cascade de problèmes est devenue un incident politique national et un incident diplomatique entre le gouvernement français et le gouvernement anglais. Donc les opérateurs aujourd'hui de stades et d'événements internationaux, ils sont face à des cyber-challenges qui sont très sournois, très avancés, pour diverses raisons. Il y en a grosso modo 3 que je vais vous citer. La première, c'est l'activisme. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand ça a commencé en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres, et c'est notamment pour ça que Darktrace a été créé. Ce qui s'est passé sur les JO 2012, c'est que des activistes, pour ne pas les nommer, un groupe très connu et anonyme, a menacé l'État et le gouvernement britannique d'actions perturbantes sur les Jeux Olympiques. Et pour ça, ils ont commencé à faire des attaques DDoS sur des systèmes électriques. Ça a été mitigué, ça a contraint les organisateurs à passer l'ensemble des centrales électriques en mode manuel pour s'assurer qu'aucune personne puisse le faire en mode remote. Et cet avantage, c'est que ça a mis, entre guillemets, le branle-bas de combat au niveau intelligence et services de renseignement. Donc le MI5 qui a vu et a très vite compris qu'il y avait des trous dans la raquette et que l'échiquier, le risque cyber était en train de changer, et où là où avant on voyait des États qui se faisaient des guerres
de manière simulée pour challenger un petit peu la maturité de défense d'un autre État. Aujourd'hui, ils ont bien compris que le risque de toucher n'importe quelle infrastructure, que ce soit d'un secteur privé, public, ou une OIV ou non, était majeur. Donc, ils se sont rapprochés des mathématiciens de Cambridge. Ils ont brainstormé et ils ont développé une intelligence artificielle prédictive qui est devenue l'intelligence de Darktrace. La deuxième notion, c'est une notion de cyberterrorisme. Malheureusement, aujourd'hui, le monde digital et le monde physique, la barrière entre ces deux mondes a complètement disparu. Et qu'aujourd'hui, il est plus qu'avéré qu'une attaque cyber peut conduire sur des risques physiques. Je vous donne deux petits exemples. Un exemple passé, qui n'est pas dans le contexte de l'événementiel, mais un exemple passé où des hackers sur une industrie métallurgique en Iran ont été capables de déclencher un feu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à partir du moment où on accueille du public, on a automatiquement des effets en cascade sur un risque physique. Donc, en admettant, sans vouloir donner de mauvaises idées, que la capacité d'un stade qui est limité à 80 000 personnes, si une attaque sournoise ou un sabotage arrive pour outrepasser cette capacité, sans déclencher de signaux faibles, on va se retrouver avec un établissement qui était censé avoir 80 000 personnes avec potentiellement 160 000 parce que le contrôle d'accès n'a pas été capable de limiter la chose. Et si en parallèle, au même moment, les cybercriminels ont eu accès à ce qu'on appelle les PA, le Public Announcement, et qui font un message d'évacuation, les sorties de secours d'un stade de 80 000 sont designées pour 80 000, pas pour 160 000. Donc, malheureusement, ça peut générer des risques physiques et des drames. Et malheureusement, on l'a vu il y a quelques semaines en Indonésie, comment un mouvement de foule a fait plus de 130 morts. La dernière notion en termes de cyber-risque sur les événements internationaux, c'est vraiment mercantile. Pourquoi? Parce que les cybercriminels ont tout à fait compris que du fait de la visibilité géopolitique d'un événement, s'ils sont capables d'interrompre vos systèmes, du fait du peu de temps pour restaurer les systèmes, la seule solution que vous avez, c'est de payer la rançon. Donc ils ont très très bien compris la chose et c'est pour ça qu'ils ciblent. Je vous donne 3 éléments clés que je n'ai pas cités précédemment. C'est que l'ensemble des Jeux Olympiques de ces dernières années ont été attaqués avec des cybermenaces plus ou moins évoluées. Donc si on prend le cas par exemple de Rio ou autre, c'était vraiment de la fuite et du vol de données. Donc vraiment dans un aspect mercantile. Si on prend ce qui s'est passé sur Tokyo ou autre, c'est vraiment des attaques disruptives avec des choses très sournoises, avec du DNS poisoning. Donc ils ont attaqué tout ce qui était DNS et l'ensemble des systèmes se base aujourd'hui, comme vous le savez très bien, sur des DNS. À partir du moment où la résolution DNS ne pouvait plus se faire, aucun système opératoire des sites ne pouvait fonctionner normalement. Donc du contrôle d'accès à la vidéosurveillance, à la billetterie, tout était un petit peu en carafe. Le point entre l'IT et l'OT, c'est pour vous montrer aujourd'hui que dans un stade, tout est connecté et interconnecté. Et c'est dû à une révolution entre le monde analogique et numérique. Donc dans le passé, j'ai commencé ma carrière au Stade de France, j'ai eu le grand privilège de commencer en 1998 pour la Coupe du Monde. Dans le passé, l'ensemble de ces systèmes-là étaient analogiques. Ils étaient gérés par des services généraux, typiquement du courant faible, par des techniciens. Avec l'évolution technologique, tous ces systèmes-là se sont retrouvés sur IP et ça a créé le fait que les équipes IT qui ne géraient pas ces lots de GTC, de gestion technique du bâtiment ou autres, se sont retrouvés à gérer ces lots techniques sur IP. Pourquoi? Parce que les techniciens courant faible n'avaient pas la capacité et l'expérience pour gérer ça sur IP. Et in fine, ça a explosé le nombre de services et de serveurs à gérer. L'autre aspect qui est complètement différenciant de ce que vous pouvez faire dans vos secteurs d'activité propres, c'est ce que j'appelle le cyberparadoxe. En toute humilité, quand je dis que une infrastructure sportive et un événement international, c'est la chose la plus complexe à protéger,
je le dis de manière très très humble, avec tout le respect que j'ai pour vos industries, c'est d'une manière très très simple. Dans d'autres industries, à partir du moment où on réduit la surface d'attaque, on réduit les accès en connaissant les employés, en gérant les devices, on n'est pas à 100% de protection, mais on réduit considérablement le risque. Dans un stade, c'est tout le contraire. Donc du lundi au vendredi, quand on n'a pas d'événement, les équipes IT sont déjà très occupées à gérer leur business as usual, gérer les collègues, gérer les maintenances ou autres. Mais quand on passe en mode setup événement une semaine avant ou 2 semaines avant en fonction de l'ampleur de l'événement, on est contraint d'autoriser une armée de sous-traitants qu'on ne connaît pas, avec des devices qui ne sont pas gérés, à venir se connecter et utiliser les infra locales d'un stade. Et c'est pour ça que c'est un super paradoxe, parce que bien entendu, à ce niveau-là, tout ce qui est approche périmétrale, firewall, NAC ou autre ne marche absolument pas, même si on est dans une approche zéro trust. Pourquoi? Parce que les personnes sont déjà à l'intérieur du système. Et même si ce n'est pas malicieux, la majorité d'entre elles, quand c'est des freelances, ils ont une hygiène cyber au niveau de leur parc IT qui est minime. Et le risque, il est là. À partir du moment où une personne est capable de se connecter pour pouvoir s'interfacer, par exemple, avec les écrans géants ou avec ce qu'on appelle les speed time sur un terrain, avec une connexion que ce soit filaire ou Wi-Fi, ça démultiplie les risques en interne et ça devient problématique pour un opérateur de stade parce que, bien entendu, quand il y a un match de foot qui dure 90 minutes et qu'en termes de MTTT, MTTR, la détection de l'incident, et la réponse à cet incident, vous prenez déjà plus de 15 minutes ou 30 minutes à comprendre ce qui s'est passé pour savoir si c'est un faux positif ou pas, c'est potentiellement déjà la fin du match, ce qui nous emmène vraiment à cet aspect facteur temps qui est critique. Et c'est pour ça que l'industrie du sport est tellement ciblée par les cybercriminels, puisqu'ils savent de toute manière que, quel que soit l'aspect, si le but était de perturber ou le but était dans une approche mercantile pour demander de l'argent derrière, le facteur temps est crucial. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à 80 000 personnes lors d'une finale de Champions League ou de Coupe du Monde de quitter le stade. Ça serait dramatique, pour l'organisateur et pour la sécurité. Ce qui arrive chez Dartrex, sans vouloir vous faire du teasing ou vraiment avoir une approche commerciale, c'est que depuis 2013, on a déjà... l'intelligence artificielle est très mature, je l'ai utilisée moi-même pendant plus de 5 ans, et elle a beaucoup évolué depuis 2013 avec des capacités de détection, d'investigation et de réponse qui lui permettaient en quelques secondes de pouvoir comprendre un incident, investiguer et y répondre de manière autonome ou sur des modes de confirmation humaine, quel que soit le choix du client. Ce qui arrive aujourd'hui en cyber-révolution, c'est un vrai mode proactif. Donc, ce que j'entends par mode proactif, malheureusement, moi, en tant que DSI, le seul mode proactif que je connaissais dans le passé, c'était de faire du pentest, un petit peu d'ASM ou du bug bounty. La problématique de cette approche-là, c'est qu'elle est figée dans le temps. Donc, quand on fait un pentest un dimanche soir à 22h et que le pentest ne donne rien, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vulnérable. Ça veut dire que le pentest, il n'a pas vu grand-chose. Ma contrainte, quand je faisais des pentests, c'est que pour des notions de temps, de budget et de prod avant tout, on était plus ou moins obligé d'orienter les pentesters en leur fournissant un petit peu de matière, des adresses IP ou autres. Indirectement, les orientant à gauche, on pouvait leur faire manquer des choses à droite. Donc là, l'idée, c'était vraiment chez Dartrex de développer un vrai mode proactif capable de déterminer ce qui peut être un risque dans le futur d'une approche prédictive. Et pourquoi une sécurité proactive? Comme le dit si bien ce slide-là, 85% des vulnérabilités à haut risque ne sont pas patchées sur une semaine. Et ça, c'est 85% des vulnérabilités qui sont connues, donc qui sont issues de CVE. On ne parle même pas de vulnérabilité 0 day ici. Et 70% ne sont toujours pas patchés après un mois. Donc c'est clairement critique. Pourquoi ça s'explique? Par une surface de gestion et d'exposition trop grande pour les équipes IT qui ne sont pas assez ressourcées en la matière et où on avait une approche un petit peu old school sur des risques en termes de production. On était forcé de pouvoir faire du patching que sur des fenêtres
de tir, en termes de maintenance. Tout le reste, c'était très compliqué. C'était mon cas. Je vous donne un exemple concret. 15 jours avant un événement, on était en mode gelé, donc on était incapable de toucher à la moindre configuration pour ne pas créer, bien entendu, de side effect sur l'événement. Donc, comme vous l'avez compris, les équipes de sécurité ne peuvent plus se permettre d'être seulement réactifs parce que c'est déjà game over, malheureusement. Donc, ils ont besoin d'anticiper le risque. Et pour pouvoir anticiper le risque, il faut des choses de manière très claire. Il faut, bien entendu, connaître et contrôler ses assets. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'un point de vue extérieur, en termes d'intel ou pas, vraiment connaître l'ennemi. Connaître l'ennemi dans le sens où vraiment comprendre comment un cybercriminel ou un groupe de hackers réfléchit. Le troisième point, c'est bien entendu être capable de détecter les attaques de manière instantanée, puisque la détection est clé. À partir du moment où on n'est pas capable de détecter un incident, qu'il ait des signaux faibles ou pas, c'est encore une fois game over. On n'a aucune capacité de réponse derrière. Et en termes de MTTR, bien entendu, à partir du moment où on a détecté, on est capable de dire avec un système d'escalade ou pas que ce n'est pas un faux positif, de pouvoir le désarmer en quelques secondes. Minutes, c'est un petit peu trop tard, quel que soit le secteur d'activité. En l'occurrence, dans l'événementiel, si ça dépasse déjà 1 à 2 minutes, c'est déjà trop tard. D'où ma très forte motivation d'avoir utilisé et mon envie d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir me donner du temps. La cybersécurité, c'est bien entendu une journée qui ne s'arrête pas du lundi à l'autre lundi. Donc, c'est une loupe et où l'intelligence artificielle va être capable de nourrir d'autres intelligences artificielles de manière autonome, instantanée, pour lui donner un état et une vision complète de l'ensemble du monde digital d'une organisation. Et le dernier point en termes de cyber-révolution, c'est la capacité de pouvoir restaurer l'infrastructure, l'organisation, les services dans le pire des scénarios, sans devoir, par exemple, dans le cas d'un ransomware, payer la rançon. Donc là, comment ça marche à ce niveau-là? L'intelligence artificielle sera capable de connaître l'état du snapshot sain avant l'incident et va être capable de restaurer les données d'un bastion sécurisé qui ne peut pas être corrompu parce qu'il est complètement dissocié de l'infrastructure qui a été attaquée ou hackée pour pouvoir restaurer le service de manière très 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 rapide. Le but premier de l'intelligence artificielle et notamment notre ADN chez Darktrace, c'est qu'on n'a jamais eu la vocation de développer l'intelligence artificielle pour remplacer l'humain. On est vraiment là pour augmenter l'humain et pour lui donner les capacités de voir ce qu'il ne pouvait pas voir et les capacités de répondre de manière très très rapide à la vitesse de la lumière si un incident se produit. Et pour finir, peut-être avant les questions-réponses, si vous en avez, c'est utiliser un petit peu l'analogie de Matrix et utiliser vraiment la partie de la matrice pour détecter et bloquer les attaques d'un point de vue instantané avec de super pouvoirs qui seraient notamment délivrés aux équipes SOC ou aux équipes CERT. Merci de votre temps. On arrive aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Merci beaucoup, Karim. C'était très intéressant.